la gorge. Je voulais vous faire réagir parce que y a des décisions qui sont tombées. Il y a la direction de course, évidemment, le collège des stewards qui travaillent en parallèle de la direction de course et qui a fait publier un rapport concernant l'incident avec José María López un petit peu plus tôt, une décision qui est tombée. On a retiré 3 points sur le permis de José María López suite à sa manœuvre. On a considéré du côté des commissaires que sa manière de piloter après le premier incident, après avoir eu ce contact avec Julien Andlouar et après avoir eu le contact avec le mur, était jugée unsafe, donc pas sûr, voilà, une mauvaise maîtrise du pilote et la direction de course, enfin les commissaires ont considéré que c'était des façon de piloter non raisonnable et que cela avait apporté une situation qui était pas sûre, et donc c'est pour ça qu'on a retiré 3 points sur le permis de José María López. Double peine un petit peu pour le pilote Toyota. C'est une décision qui vous semble juste? Pas du tout, non. Non, je trouve ça un petit peu il a payé de lui-même avec cet accident, bon, il s'en sort bien. Il s'est rabattu un petit peu tôt sur Julien Andler. À la limite, c'est peut-être ça qu'on aurait pu lui reprocher. Ensuite, le vrai problème, c'est que les gens qui sont à la direction de course n'ont pas forcément l'expérience derrière un volant. Alors, c'est les commissaires, les commissaires sportifs, attention. Oui, non, mais les commissaires sportifs n'ont peut-être pas, à un moment, assez d'expérience pour juger qu'il puisse y avoir un problème électrique, puisque quand vous analysez bien les données, et j'espère qu'ils les ont eues, ils ont dû demander au team Toyota de leur amener justement les data, la télémétrie. Si ça a été fait dans ce sens et qu'ils ont trouvé quelque chose, qu'ils nous disent pourquoi. Il n'a pas pu tourner le volant, pourquoi il n'a pas pu décélérer à temps, pourquoi il a pris le mur de face. On n'a pas l'impression que... Alors soit il a fait un malaise et il n'a pas pu tourner le volant, soit il y a eu un problème technique sur la voiture, et dans ces cas-là qui nous donnent pourquoi ils ont pris 3 points sur une licence d'un pilote comme ça. Voilà, il a été puni par lui-même parce qu'il s'est rabattu trop tôt sur Julien Andler, qui était lui-même gêné, qu'il l'a vu, que l'on a vu d'entrée. Moi je vous ai dit, la faute ne vient pas de Julien Andler qui était à bord de cette Porsche. Je trouve ça un petit peu bête de prendre un plus, de recharger 3 points sur la licence d'un pilote sur une première course pour cet incident-là, qui est totalement indépendant de sa volonté, parce qu'encore une fois, il est reparti pour rentrer tranquillement au stand, et encore une fois, voilà, l'accident, c'est pas parce qu'il peut pas braquer les roues qu'en plus il faut le charger. Donc je trouve ça ridicule. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup d'incohérences entre des fois les décisions sportives qui sont prises et ce qui se passe derrière un volant, et je pense qu'il y a beaucoup de directeurs, pas de directeur de course, j'ai pas envie de dire ça parce que... Non, c'est pas le directeur de course, attention. C'est pour ça que je me reprends. Parce que le directeur de course ne prend pas les décisions sportives telles que celle-ci. Je pense qu'à un moment aussi, il faut que ces gens-là, les commissaires de piste qui jugent et disent ça. À un moment, il y avait Yannick Dalmas qui était là. Je pense que, driver advisor. Voilà, je pense qu'un garçon comme Yannick a assez d'expérience pour dire que c'est pas de la faute du pilote de tirer tout droit dans une courbe comme ça. Voilà. Pendant ce temps-là, Sébastien Buemi, toujours très très incisif à la radio, qui dit « Mais vous pensez pas qu'il va pleuvoir ?» Et on lui dit « Si, il y a des chances. » Il y a des grosses chances. Évidemment, Sébastien Buemi qui doit observer le ciel et se dire « Oh là là, mais personne ne me dit rien. » Et vous voyez, Franck, ça confirme ce qu'on disait un petit peu plus tôt. On voit ces averses au loin. Alors, c'est pas parce que les averses sont au loin qu'elles vont arriver. Ce sont vraiment des averses éparses. Vers 7h15, donc d'ici... vous êtes précis, dis donc. Oui, vers 7h15, 7h30, on finira la course normalement sous la pluie. Normalement. On finira carrément là. Non, elle va peut-être pas durer aussi longtemps que ça. Vous pensez qu'elle va durer si longtemps, cette averse? On parle de petits orages là quand même, non? Les petits orages, c'est pas si petit que ça. Vous savez, on est en Floride, on est au milieu de la Floride. Sebring, c'est pas loin de Miami. C'est 4 heures de Miami. Oui, pour la Floride, c'est pas loin. C'est sûr qu'à la taille des États-Unis, c'est pas très loin. Mais Sebring, si on veut placer ça sur une carte, on prend la Floride, on fait une croix entre les 4 coins de la Floride, et au milieu, c'est Sebring. Voilà, c'est ça. Grosso modo. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un petit peu au milieu de nulle part, je pense qu'on peut dire. Oh. C'est à 4 heures de route de Miami, et c'est en plein milieu de la Floride, au nord des Everglades.
beaucoup de lacs et on va revenir quand même sur pendant que vous nous parliez de la sanction infligée à José María Lopez. On a vu ce dépassement de Marco Sorensen sur Brendan Iribe pour le gain de la deuxième place de la catégorie GTE-AM. Brendan Iribe qui est le pilote de la Porsche du team Project One, qu'on appelle au stand depuis un moment en demandant de réparer ce rétroviseur manquant côté gauche. Évidemment, moi j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas réparé, parce que c'est aussi, il manque un appendice aérodynamique, c'est un appendice aérodynamique, un mécanique qui manque sur la voiture. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas réparé tout à l'heure. Je vous l'avais stipulé avec un drapeau noir et orange. Et est-ce que vous avez compris pourquoi il y avait un safety car? Parce qu'on est sous régime de safety car. Pour ramasser le deuxième rétroviseur. Non. Alors là, on est en train de parler à Tommy Milner, mais la radio de Corvette, elle est quasiment pourquoi, inaudible. On n'a pas l'information encore, hein. On ne peut pas vous dire pour le moment quelle est la raison de la sortie de ce safety car. À la limite, tout à l'heure, on parlait de cette sanction de 3 points sur la licence de José Lopez. Et drapeau rouge. On en parlait tout à l'heure. Nouveau drapeau rouge dans ces 1000 miles de Sebring. Alors, je vous cache pas qu'on est un petit peu circonspect. Est-ce que c'est pour des raisons météo ? Est-ce qu'il y a des risques, notamment Non. En général, on attend qu'il pleuve avant de mettre le drapeau rouge. Mais je vous l'ai dit. Non, mais vous voyez qu'on nous met le drapeau rouge et en même temps on nous montre un radar météo. Donc je me dis que peut-être que la réalisation ne dit pas ça par hasard, ne nous montre pas cela par hasard, parce que on n'a rien vu en piste, Franck. On était du côté de l'équipe Ultimate. D'ailleurs, on en profite, on fait un petit coucou à Marie-Alice Lahaye, ingénieure de cette équipe. Et pendant qu'on nous montre ce drapeau rouge, enfin qu'on nous informe de la sortie du drapeau rouge, on nous montre au loin ces averses, Franck. C'est la première fois de ma vie que je vois une course interrompue parce qu'il risque de pleuvoir. Est-ce que c'est pas... Moi je pense pas à la pluie, je pense vraiment au risque orageux et au risque électrique, notamment aux éclairs, à la foudre qui pourrait éventuellement toucher le circuit. C'est plutôt à ça que je pense, plutôt qu'à la pluie en tant que telle ou aux gouttes. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Mais effectivement, je ne suis pas sûre de me souvenir avoir déjà vu une course arrêtée avant que la pluie ne tombe. Oui, non, je sais pas. Ça arrive, je fais un parallèle avec un autre sport qui n'a rien à voir. En golf, par exemple, quand il y a des risques orageux, c'est extrêmement dangereux parce que ce sont des lieux où il y a beaucoup d'arbres et où les golfeurs tiennent des clubs métalliques dans la main, et donc dès qu'il y a un risque orageux avec une activité électrique intense, avec des éclairs au loin et avec la foudre possible, on arrête la compétition. C'est aussi pour ça que je pense à cette raison. Même en Formule 1, ils l'ont pas fait encore, ça. On espère avoir évidemment dans quelques instants soit une radio de la direction de course, soit une radio. Écoutez, on va l'écouter. For information in the pit lane, this red flag is not because of an accident, it's due to the law. We have a thunderstorm which is approaching the circuit. We need to bring the marshals into protection. That's why we have this red flag. Eh bien voilà l'explication d'Eduardo Freitas qui vient de dire à l'instant que ce drapeau rouge avait été brandi pour des raisons d'une loi, probablement loi de l'État de Floride, qui demande qu'on arrête la course en raison des conditions météo et de l'orage qui approche pour les raisons que j'invoquais quelques minutes auparavant, le risque orageux et le risque notamment de la foudre. On demande à protéger les commissaires. Et donc, on demande à arrêter cette course au drapeau rouge pour éviter de mettre les commissaires en danger en cas de foudre et d'orage violent. Voilà, Franck. Effectivement, c'est assez inédit. Ouais, alors là, écoutez, je n'ai pas de mots. Et on parle de lightning à la radio de Michael Christensen. Les lightning, ce sont les éclairs. Oui, c'est la foudre. Oui, c'est la foudre, mais heureusement qu'il y a eu des orages et on n'a jamais arrêté une course avant qu'il pleuve. Il y a un risque orageux. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Moi non plus. C'est assez inédit. Mais bon, encore une fois. Combien d'années de sport auto, Franck ? On ne discute pas. Alors, j'ai commencé. 44 ans de balle musette.
Ah bah écoutez. Hein, et en 44 ans de Mademoiselle, j'ai jamais vu ça. Et moi je vais pas vous donner mon âge, mais je suis presque à 20 ans de sport automobile aussi. Et je vous avoue que c'est assez inédit. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour le coup, des courses américaines, j'en ai commandé beaucoup. Ouais. Souvent aussi avec des conditions météo très compliquées. Des conditions très compliquées aussi, notamment aux 24 heures du Nürburgring. Et je n'ai jamais vu une course arrêtée a priori. A priori, oui. Ouais, au cas où. C'est assez gênant comme situation. Bon, après, nous, on n'est pas directeur de course. Hein. Moi, je respecte toutes les décisions à partir du moment où elles sont justifiées. Peut-être que dans 5 minutes, on rigolera moins parce qu'il y aura des orages. Encore une fois, arrêter une course avant qu'il pleuve. Les commissaires, ils sont bien abrités. Vous avez vu cette petite guitoune? Voilà. Bon, écoutez, oui, après, il y a des structures métalliques, il faut faire attention aussi. On aurait fait ça en Formule 1, je peux vous dire, on en aurait entendu parler pendant des années. On va peut-être en entendre parler. Allez, on marque une courte pause sur Eurosport et on revient pour la suite et la fin, on l'espère, de ces 1000 miles de Sebring. José Maria Lopez qui heureusement est sorti de la voiture sans problème. Et on écoute Eduardo Freitas à nouveau, qui nous redonne la raison de ce deuxième drapeau rouge. C'est déjà assez rare d'avoir 2 drapeaux rouges dans une seule et même course, mon cher Franck. Et là, la raison de ce deuxième drapeau rouge, elle est absolument inédite. En tout cas, en championnat du monde d'endurance, je dois dire qu'on n'a vraiment pas l'habitude de cela. Hein. Les gens qui suivent les courses aux États-Unis un petit peu plus, on a décidé de brandir le drapeau rouge et d'arrêter la course parce que tout simplement, eh bien, il y a un risque de foudre. Vous nous parlez des conditions météo hein, qui se dégradent là depuis quelques paires de minutes, quelques poignées de minutes. On voit les orages au loin et le risque d'éclair, le risque de foudre fait que aux États-Unis on doit rentrer les commissaires qui interviennent sur le circuit pour les protéger, et c'est la raison pour laquelle on a brandi ce drapeau rouge. Je reste sans voix. No comment. Et bien puisque vous restez sans voix, on va regarder les highlights. Je vous laisse faire les highlights. Je comprends qu'aux États-Unis on soit peut-être plus précautionneux parce que les orages sont peut-être plus violents. Très sincèrement, pour relancer la course dans 11 minutes, on est à côté de la plaque. On aurait dû bien sûr évidemment laisser la course se faire, et effectivement s'il y avait des gros éclairs, attendre, ne pas bousculer la course comme ceci. Moi je peux pas comprendre ce genre de choses, donc je peux pas être objectif parce qu'on est dans le sport automobile, on a envie de voir du spectacle. Tous les commissaires sont à l'abri, vous pouvez regarder tous les postes, ils sont à l'abri. Voilà, et imaginez à Spa, le nombre de fois on aurait dû arrêter la course parce qu'il pleuvait ou il y avait des éclairs. Imaginez aux 24 heures du Mans. Le sport automobile, c'est pas ça. Le sport automobile. Oui, alors pour la défense hein, de la direction de course du championnat du monde d'endurance, ça n'est pas. Non, mais je veux dire, ça n'est pas une décision du championnat du monde d'endurance que d'arrêter cette course. Ce que nous expliquait il y a quelques instants Eduardo Freitas, c'est ce qu'il expliquait à l'ensemble des concurrents. Tout de suite, dans ces cas-là, on ne la relâche pas dans 11 minutes. Ça veut dire qu'on s'est trompé. C'est ça que je veux vous dire. Normalement, on attend qu'il pleuve un peu, on attend de voir comment ça évolue. Les orages, ça bouge énormément. On attend de voir comment ça évolue. Oui, alors bon, si on nous dit on arrête la course pendant une heure, je suis d'accord. Mais là, dans 11 minutes, ça repart. Donc là, j'imagine que les météorologues ont des radars qui permettent de voir les cellules qui s'approchent. Là, en l'occurrence, on doit avoir réalisé que les cellules étaient en train de s'éloigner. C'est un petit peu comme dans l'aviation. Hein. On a des radars très très développés qui permettent, comme quand on est en avion. La preuve, dans 11 minutes, on relance la course, expliquez-moi. Parce qu'on sait probablement que dans 11 minutes, les cellules qui étaient dangereuses et qui étaient menaçantes sur le circuit ne seront plus dans l'entourage proche du circuit. Je me fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets. Faites ce que vous voulez. Moi, je fais mon boulot, vous faites le vôtre. Hein. Moi, ça me plaît pas ce genre de choses, c'est tout. Ce que je veux dire moi, je suis pilote avant tout. Hein. Je suis consultant, là, je suis pilote. En l'occurrence, je suis pas journaliste. Oui, bien sûr. Mais ce que nous a expliqué Eduardo Freitas, c'est que ça n'est pas sa décision à lui, c'est une décision c'est lui le directeur de course. Hein. Oui. Non, attendez. C'est lui le directeur. Quand on était au Japon, qu'il y avait des mômes qui roulaient en Formule 1 et que Jules malheureusement s'est tué ce jour-là, il faisait presque nuit, que la pluie tombait,
il n'y a eu personne qui a arrêté la course alors qu'il y avait la moitié du plateau qui était en pneu intermédiaire. D'accord, non mais attendez, je vous explique. Là on nous parle, alors attendez. Donc, non mais attendez, je vous explique une chose, parce que là moi ça me ronge un peu quand je vois ça. Ne me grondez Je ne vous gronde pas à vous, j'explique juste une chose. Il y a des décisions en direction de course qui ne sont pas les bonnes. Et le directeur de course, c'est lui qui a les clés, c'est lui l'arbitre. Dans tous les sports, c'est comme ça. Sauf que là, on parle d'une loi, dans un pays qui sont les États-Unis. C'est lui l'arbitre, c'est tout. S'il met le coup de sifflet, on va c'est lui. écouter André Negrao si vous voulez bien. Donc en fait, voilà, il nous parle d'éclairs, de foudre et d'orage et de pluie. Niveau 2, c'est ce qu'on nous annonce à la météo. Donc on doit rester vraiment le plus zen possible et voir ce qui va arriver. Voilà ce que nous dit André Negrao, rapide interview. On est quand même un petit peu inquiet du côté de l'ensemble des équipes parce qu'on voit évidemment ces orages arriver. Qu'on vient de nous annoncer donc que la course serait relancée dans désormais 7 minutes derrière la voiture de sécurité. On a évidemment le ciel qui est coupé en deux puisque vous voyez d'un côté le ciel qui est bleu et de l'autre côté le ciel qui est noir. Et il semblerait qu'on ait déjà dû avoir recours à ces drapeaux rouges lors du prologue. On va marquer une courte pause sur Eurosport et on revient pour la relance de ces 1000 miles de Sebring. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Et de retour à Sebring pour la dernière heure, moins d'une heure de course restant dans ces 1000 miles. Premier rendez-vous de la saison du championnat du monde d'endurance de la FIA. Nous sommes toujours sous régime de drapeau rouge. Le nouveau départ de cette course est annoncé d'ici 3 minutes. Mon cher Franck, on va relancer sous voiture de sécurité pour un petit peu moins de 45 minutes. Il n'a toujours pas plu sur ce circuit de Sebring. On le rappelle, arrêté cette course de peur que la foudre frappe ce tracé de Sebring pour mettre en sécurité les équipes de commissaires qui sont installées tout autour de ce tracé. Et finalement, on n'a pas vraiment vu d'éclair pour le moment et on a décidé de relancer cette course dans quelques minutes et on annonce dans quelques instants seulement, quelques minutes seulement après la relance, c'est ce qu'on vient d'annoncer à la radio notamment de la Porsche numéro 92, on vient d'annoncer aux pilotes que la pluie allait arriver quelques instants normalement après la relance de la course. Non mais mon micro est mais branché. je sais, vous voulez plus parler. Je n'ai rien à vous dire sur cette situation qui est complètement... Il faudrait voir si on est toujours dans le même tour ou pas que Sébastien Buemi pour Romain Dumas. J'ai pas l'impression. La question c'est, est-ce que Sébastien Buemi est dans le même tour que Mathieu Vaxivière et est-ce que Romain Dumas est dans le même tour que Sébastien Buemi? Alors, il va falloir attendre peut-être que la course soit relancée pour savoir. Oui, pour moi ils sont dans le même tour. Est-ce que les trois voitures sont dans le même tour? C'est ça la question. Pour moi la Weekend Coast est à un tour. Parce que là, clairement, il n'y a plus... Alors, pour toutes les voitures qui sont dans le même tour, les écarts sont réduits à néant, puisqu'on s'est positionné sur la ligne de départ dans l'ordre du classement général. Alors, il y a quelques voitures qui sont intercalées. Vous le voyez, regardez, ces voitures de la catégorie GT intercalées au milieu de LMP2 notamment. Mais les écarts ont été réduits très significativement. Alors on va attendre évidemment le passage sur la ligne pour avoir les écarts réels et le nombre de tours d'écart notamment entre les voitures qui se battent pour les podiums. Et d'ailleurs vous remarquez que l'Alpine attendez, est-ce que c'était bien l'Alpine qui était derrière le safety car? Et bien juste derrière, on avait une Aston Martin de l'équipe TF Sport et on n'avait pas directement, évidemment, c'est la voiture rivale qui est en l'occurrence la Toyota numéro 8. Ah, effectivement, les pilotes maintenant, ils vont devoir remettre leur pneumatique en température. Alors même s'il fait 27 degrés actuellement sur la piste, le pneu il fonctionne à 80, plus de 80 degrés, 85 degrés, donc automatiquement, il ne va pas se remettre tout de suite dans son jus. On donne le départ en safety car. Et regardez le radar météo. On voit ces orages qui sont en train d'avancer
en direction du circuit. Et d'ailleurs, vous voyez ce ciel qui est d'ailleurs magnifique au passage, hein, parce qu'on a ce coucher de soleil, ce ciel en feu au loin, et ces nuages gris avec ces orages qui approchent. Il va être intéressant de surveiller les écarts, notamment dans la catégorie LMP2. Je vous annonce une belle bagarre. Paul Di Resta séparé de seulement 8 dixièmes de Robin French pour la victoire dans la catégorie LMP2. Voilà qui va être intéressant. On pointe pour le moment la Toyota numéro 8 à 28 secondes de l'Alpine numéro 36. On va regarder aussi ce qui se passe du côté de la catégorie GT. 7 secondes 7 d'avance pour la Porsche de Michael Christensen face à la Corvette de Tommy Milner et Richard Lietz, 2 secondes 2 derrière. Et puis ensuite du côté de la catégorie LM GTEAM, là pour le coup on a une belle avance, hein, du côté de David Pittard et du Northwest AMR. On a, je pense que on a à peu près un tour d'avance, il me semble, sur l'Aston Martin de l'équipe TF Sport. Mais en revanche, cette Aston Martin n'a que 6 dixièmes d'avance sur la Porsche du Team Project One de Brendan Iribe. Rappelez-vous, cette Porsche numéro 56, c'est celle qui doit changer sa porte gauche. On vient de l'entendre, hein, Ben Barnicot qui a dit que ce changement aurait lieu lors du prochain pit stop, sauf que on prévoyait du côté de l'équipe Project One d'avoir un pit stop complet avec un plein d'essence complet, avec 4 pneus neufs. Ça prend du temps et ça permet de changer cette porte. Là, on approche quand même de la fin de la course. Il reste une quarantaine de minutes. On va pas avoir forcément à faire ce qu'on appelle un full service, c'est-à-dire un plein complet, et pas forcément à changer les 4 pneus. Donc du coup, ce changement de porte peut coûter un peu plus de temps à l'équipe. Oui, ça va coûter un peu plus de temps, ça c'est une certitude. Maintenant, bon, il faut se remettre dans la course. C'est ça qui est décevant, c'est-à-dire que voilà, on a fait ça pour rien. Et encore une fois, je le répète, je trouve ça pas bon pour le sport auto. Voilà, qu'il pleuve de plus en plus et que l'on voit que ça devienne dangereux, comme c'est le cas. On arrête la course parce que les pilotes sont pas équipés, parce que il va commencer à faire nuit. Voilà. Je peux le comprendre et le concevoir, mais là voilà, on tue le sport automobile en faisant ce genre d'action. Les fans qui aiment le sport automobile ont besoin de voir du spectacle, ont besoin de voir quelque chose de concret, et c'est ce que l'on attend du sport automobile aujourd'hui. C'est pas que de voir des voitures tourner en rond, c'est aussi de voir un spectacle comme il se doit, surtout aux États-Unis. Et voilà, si on n'avait pas relancé la course, c'est qu'il y avait une vraie menace. Là, 11 minutes après, relancer la course parce qu'il peut pleuvoir, c'est pas des fillettes, c'est pas des enfants de cœur, c'est des gens qui sont là pour faire cette passion, ce métier-là. Et je pense que c'est pas bon, ce que l'on vient de voir, c'est pas bon du tout pour le sport automobile. L'endurance n'a pas besoin de ce genre de choses. Maintenant, il faut se remettre dans la course. Une stratégie différente. Et vous aussi, remettez-vous dans la course, Franck, on vient de rentrer au stand. J'y suis. C'est très important ce que je viens de vous dire. Mais bien sûr. C'est très important ce que je viens de vous dire. Et ça me met en colère parce qu'on n'a pas besoin de cette image-là dans le sport automobile, surtout en ce moment. On a besoin de voir des belles choses. Voilà, pas de ce genre de merde. Voilà, pour être très clair. Allez, on y va. Et on a vu l'équipe WRT, et c'est important, Franck, c'était un splash qu'on vient de faire du côté de l'équipe WRT. Oui, alors en LMP2, 40 minutes, c'est presque un relais complet. Hein. Ouais, peut-être, effectivement. C'est 45 à peine minutes, plus, à peine plus. 45, voilà, 45 minutes à peu près. À peu près. Hein. Donc on a fait un long splash du côté de WRT, pas de changement de pneus, ça peut être important parce que ça peut être long, 40 minutes. Ça dépend si on est sur un double relais déjà ou si on double le relais. Ça dépend aussi ce qui se passe au niveau de la concurrence. On sait que WRT joue la victoire dans cette catégorie LMP2, était en bagarre en tout cas avec l'équipe United. On va voir si la stratégie de WRT de faire ce splash à 40 minutes de l'arrivée sera payante face au choix stratégique que va faire la concurrence. Et on attend évidemment que le safety car s'efface dans quelques instants. Bon, là, la procédure de safety car est un peu longue pour les raisons que vous avez invoquées, Franck. Oui. C'est évoqué, mais non pas invoqué, que qu'on puisse permettre aux pilotes de réchauffer leurs gommes. Oui, enfin réchauffer les gommes à cette vitesse-là, vous faites rien. Hein. Là, les pneumatiques, ils chauffent pas. Hein. Ils restent à la température, ils sont même pas à 40 degrés, ça sert à rien à cette vitesse-là. Mais bon, au moins ça permet à chacun de remonter un peu en température, de bien se positionner, de bien se réattacher aussi dans le baquet. C'est important aussi parce que la voiture quand elle bouge, on a toujours tendance à bouger un peu plus. Et tous les pilotes d'ailleurs en sortant des stands, une fois qu'ils ont fait un tour, on a tous tendance à se resserrer un petit peu à un moment pour faire corps avec la voiture. Donc c'est aussi une manip de se réchauffer soi-même, de reprendre ses marques, et puis ça va repartir dans pas longtemps.
Mais bon, ça, même si l'Alpine avait un peu d'avance, maintenant elle a 6 secondes d'avance seulement sur la Toyota, alors qu'elle en avait plus, même si ça a permis de relancer la course en elle-même, même si l'Alpine est plus rapide. Voilà, Oui, là, j'imagine que du côté de Philippe Sino, on doit un peu faire la soupe à la grimace là, après ce drapeau rouge. On a vu aussi l'arrêt à l'instant du Real Team by WRT, Ferdinand Habsbourg à son volant. Stratégie équivalente du coup pour les deux voitures de l'équipe belge WRT. On s'est arrêté aussi du côté de la numéro 1 de l'équipe Richard Mille et on va arrêter la voiture du team Penske, Emmanuel Collard à son volant. Et on a vu d'ailleurs il y a quelques instants cette image de Roger Penske, toujours fidèle au poste, le patron de l'équipe américaine qui est bien installé dans son stand, en train de surveiller de très très près le travail de son équipe pour son grand retour en endurance. Alors ils étaient revenus en IMSA avec Acura jusqu'à la saison dernière, mais leur retour en catégorie LMP2 avant leur retour en compagnie de Porsche dans le beau projet LMDH de ce championnat du monde d'endurance et du championnat des États-Unis d'endurance qui vont faire cause commune pour la beauté de l'endurance mondiale. Oui, je regardais une chose, c'est que sur les 36 voitures au départ, eh bien, il en reste à peu près. On en a 5 d'abandon. Ouais, on a 29 voitures. C'est quand même pas mal. Ouais, pour la première course, c'est pas mal. Hein. Surtout sur un circuit si compliqué que ça. Et je crois qu'on vient de ressortir à nouveau le drapeau rouge, Franck. No comment. Là, je préfère me taire. Ouais, drapeau rouge, une nouvelle fois dans ces 1000 miles de Sebring. On était reparti il y a quoi? Il y a 8 minutes, hein. Ça fait 8 minutes qu'on est sous safety car, qu'on avait relancé cette course sous safety car avant de pouvoir rebrandir le drapeau vert pour le finish de ces 1000 miles de Sebring. Eh bien non, le drapeau rouge est une nouvelle fois de sortie, 3e drapeau rouge de cette course de 8 heures. Je vais vous dire une chose, quand j'ai roulé chez Cadillac en 2000, donc pour le constructeur GM Motors, je peux vous dire une chose, on a fait la course sous la pluie, il tombait des points. C'est des points qui tombaient tellement, il pleuvait. C'était assez incroyable. On a dû avoir un safety car qui a duré même pas une demi-heure. Et on a fait la course sous la pluie, on ne voyait rien. En plus, c'était la nuit. Voilà, on faisait notre métier. Voilà, on faisait notre métier. Ces gens-là qui dépensent des fortunes, des millions, ils ont envie de faire leur métier. Et ceux qui gagnent leur vie avec ça, ils ont envie de faire leur métier. Et ceux qui sont sur le bord de la piste, ils ont juste envie de voir des gens qui font leur métier. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire et je ne peux rien vous dire d'autre parce que je ne vais pas être forcément agréable. Et on a vu les commissaires qui étaient en train de remballer leur drapeau, puisque c'est justement pour protéger les commissaires qu'on a brandi une nouvelle fois ce drapeau rouge. En tout cas, c'est ce que expliquait la direction de course lors du précédent drapeau rouge. Côté de Philippe Sino et de l'équipe Alpine, évidemment on est dans l'expectative et pour cause, mon cher Franck, parce que on est quand même en route pour cette équipe Alpine vers un premier succès dans ce championnat du monde d'endurance. Alors évidemment, dans les conditions actuelles, ce serait pas facile de se réjouir, mais sincèrement sur la piste, l'équipe Alpine l'aurait vraiment mérité après la course qu'ils ont fait. Là, vous avez entièrement raison là-dessus. Alpine a fait la pole position. Ils ont mis 1 seconde au tour en moyenne à Toyota toute la course. Donc là, effectivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Sur le côté sportif d'Alpine, ils sont vraiment en place. Après, il va falloir voir s'il y a des modifications de BOP pour Toyota. Mais ça, c'est l'ACO qui pourra le décider. Et j'espère qu'il y aura quelques modifications pour mettre Toyota un petit peu plus dans le coup. Trouver un bon équilibre entre ce qu'ils faisaient l'année dernière et ce qui se passe cette année. Pour donner un peu plus de sportivité dans ce championnat du monde. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'ils vont trouver le bon compromis là-dessus. Je suis pas trop inquiet. Ça, c'est important. Mais en tout cas, Alpine mérite 1000 fois cette victoire. Ils ont fait un super boulot, que ce soit Negrao, Mathieu Vaxivière et bien sûr Lapierre. Ils ont fait un super boulot et il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, voilà, ils ont fait ce qu'on leur a donné, mais ils ont fait ce qu'il fallait. On
voyant ces magnifiques images proposées par la réalisation, parce qu'on voit ce coucher de soleil là, sublime au milieu des nuages d'orage sur ce tracé de Sebring, je pensais, mon cher Franck, qu'on est en train de mettre à l'abri les commissaires hein, qui sont évidemment installés tout au long du circuit pour donc ces raisons de sécurité liées à ces possibles cellules orageuses. Mais c'est ce qu'ils aiment aussi, les commissaires de piste. Hein. Les caméramans continuent d'être sur leur praticable en train de filmer le circuit. C'est ce qu'ils aiment aussi, ils sont là aussi pour ça. Même s'il y a des éclairs et des orages. Donc on protège les commissaires, mais les caméramans qui sont sur le circuit et qui sont eux sur des tours métalliques, on les laisse en position. On a la chance d'avoir des passionnés, des bénévoles aussi pour la plupart. Regardez le trophée Andros quand il fait -20 et qu'il reste pendant 4 heures dehors et qu'il neige et qu'il fait -20. Eh ben, la course ne s'arrête pas et ils aiment ça aussi d'aller il y a un moment, ces gens-là, ils font pas ça par hasard, ils aiment ce combat aussi avec la nature et puis que ça, ils sont pas là pour rien. Voilà, donc voilà. Enfin, bon, c'est ce que j'en pense et après chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je pense que il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont aussi déçus que moi de ne pas voir que ça ne roule plus parce qu'il pourrait pleuvoir. Voilà. Alors là, évidemment, on attend une communication de la direction de course parce qu'on n'a pas réentendu Eduardo Freitas depuis que ce 3e drapeau rouge a été brandi. Et regardez, là, il fait quasiment nuit alors que le soleil n'est pas encore tombé. Donc les nuages sont très très noirs. On a quand même, c'est assez apocalyptique le ciel. Le ciel. Apocalyptique, il n'y a pas une goutte de pluie qui est tombée. Je parle pas de la pluie, je parle de la couleur du ciel qui est assez apocalyptique. Mais essayons d'être un petit peu poète. Non mais vous faites ça en Formule 1. Là, ce qui se passe là, vous faites ça en Formule 1, je vous laisse voir ce qui va se dire dans la presse demain matin. Là, c'est un championnat du monde aussi qui a des pilotes professionnels, avec des équipes professionnelles, avec des droits télé, empêchés de courir parce qu'il peut pleuvoir, excusez-moi, c'est... Bref, allez, j'arrête d'en parler. Envoyez-moi une page de pub. De toute façon, on va pas arrêter d'en parler parce que la course est arrêtée. Mais effectivement, on va marquer une courte pause. À Spa on va marquer une courte pause dans un mois. Et allez, on se retrouve pour les 30 dernières minutes de ces 1000 miles de Sebring en direct sur Eurosport. À tout de suite. Information to the pit lane, information to the pit lane. Cars may be covered. Cars may be covered. There is a shower coming in. Cars may be covered.